Bonsoir et bienvenue dans les rendez-vous de l'info. Comme chaque week-end, vous le savez, nous revenons sur l'actualité de la semaine à Mayotte. Que s'est-il passé sur l'île au Lagon? Je vous propose d'aller le découvrir en compagnie de mon invité qui m'attend. Quelques marches plus tard, je suis maintenant avec mon invité. Il s'agit de Hidaya Mahfidou, présidente du SMIAM. Bonjour Hidaya. Bonjour Amina, bonjour à tous les auditeurs et les auditrices. Alors nous sommes avec vous ici dans un lieu particulier. Généralement l'émission est tournée en extérieur, mais aujourd'hui on a fait le choix d'être ici. Dites-nous exactement où nous sommes et pourquoi avoir fait ce choix. Écoutez, nous sommes dans mon bureau, dans les locaux du SMIAM. Et pourquoi avoir fait ce choix? Parce que je suppose que c'est la dernière fois que nous allons filmer ce bureau avec moi à l'intérieur. Alors en tout cas, on espère qu'on va passer 50 minutes à parler d'actualité et que ça va bien se passer. Et d'ailleurs, on va commencer tout de suite avec ce sujet qui s'est passé ce week-end. Les jeunes de Majicavo Lamir et de Majicavo Koropa se sont encore affrontés avec des conséquences plutôt graves. On regarde ce reportage, on en parle juste après. Route barrée, voitures caillassées, conducteurs dépouillés. Le scénario s'est encore répété ce week-end du côté de Majicavo Koropa et Majicavo Lamir. Cela fait maintenant plusieurs semaines que les jeunes des deux villages s'adonnent à de violents affrontements. Des événements qui prennent de l'ampleur et qui préoccupent particulièrement les élus de la commune. Une réunion a donc été organisée en ce sens à la mairie de Koungou pour tenter de trouver une issue à ces querelles récurrentes. Avec la mairie, avec le maire donc de Koungou, avec de rechercher des solutions beaucoup plus viables avec l'État, de façon à ce qu'on puisse mettre en place des structures qui puissent à la fois resocialiser ces jeunes en difficulté sociale, mais aussi les professionnaliser de façon à ce qu'on puisse les intégrer complètement dans le tissu social et les amener à sortir donc de rue et à quitter ce mauvais comportement. Pourtant, dans les rangs des personnes mises en cause, on trouve de nombreux mineurs. Alors pour certains, si la situation en est arrivée là, c'est principalement de la responsabilité des parents, trop souvent démissionnaires. Une délégation composée d'habitants des deux villages a donc été formée pour aller les rencontrer. Aussi, pour retrouver davantage de sérénité et empêcher que d'autres jeunes se fassent embrigader, un comité sera constitué dans chaque village. Des solutions qui doivent permettre de mettre fin à ces violences qui se généralisent à l'échelle du 101e département, mais qui, de part et d'autre, n'ont pourtant pas la même origine. Ce qui s'est passé à Tsingoni et à Kombani, c'est autre chose. Mais ce qui se passe entre Majicavo et Majicavo Koropa, Lamir et Koropa, c'est autre chose. Ce qui s'est passé entre Majicavo et Kaweni, c'est autre chose. Il y a donc des réponses qu'il faut donner spécifiquement à chaque localité, mais il y a des standards qui vont permettre finalement à apporter des solutions transversales sur lesquelles nous avons commencé à travailler avec les services de la politique de la ville, de l'État. Face à une telle situation, il semble aujourd'hui impératif de mener une réflexion de fond sur l'avenir de cette jeunesse mahoraise qui de jour en jour devient une véritable poudrière. Autorité, force de l'ordre, famille, il en va surtout de la responsabilité de chacun. Des affrontements qui se répètent, des jeunes que l'on voit toujours en train de s'affronter, toujours avec des conséquences graves, des dégâts matériels et même des dégâts humains. Hidaya, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'aujourd'hui, Mayotte est arrivé à un point où on ne peut plus rien faire pour cette jeunesse? Moi, je pense qu'il ne faut pas être complètement fataliste. C'est vrai que la situation se dégrade de plus en plus. Mais certainement, on n'arrivera plus jamais à l'époque où tout allait bien, où on pouvait sortir les yeux fermés, les portes pas closes à la maison. On n'y arrivera jamais. On ne reviendra jamais en arrière. Mais par contre, je pense qu'on peut quand même remédier pour essayer d'atténuer en tout cas les choses, essayer de cadrer les choses. Tout est cadrable, je pense. Il suffit que chacun prenne ses responsabilités. Ce sont des enfants, pour la plupart des mineurs.
comment peut-on dire que les mineurs ne peuvent pas être cadrés? Certes, ça peut être difficile, mais je pense que si chacun prenait ses responsabilités, en commençant par nous, parents, les autorités, bien entendu, les associations, je pense qu'à un moment donné, il faudrait que tout le monde s'assoie autour d'une table et que chacun mette les responsabilités sur la table et que chacun se dise, voilà, qu'est-ce que moi je vais pouvoir faire pour ces enfants-là? Parce que ce sont des enfants pour la plupart abandonnés à leur sort. Oui. Je pense que, bon, il y a des enfants qui ont leurs parents avec eux, mais que les parents ne cadrent pas. Donc ça, les parents, il faut les responsabiliser. Il faut qu'ils répondent aux actes de leurs enfants. Et puis, il y a ceux dont les parents ne sont même pas sur le territoire. Donc l'État doit prendre ses responsabilités pour ces enfants-là, je pense. Et alors, on a vu également dans le reportage, on dit que les affrontements entre enfants, entre jeunes de villages voisins ne sont pas forcément dus aux mêmes raisons. On voit que ce qui se passe à Kombani-Tingoni, ce n'est pas la même chose que ce qui se passe à Majikavo-Lamir, Majikavo-Koropa, et pas non plus la même chose que ce qui s'est passé entre Chirongui et Timkoura. Alors, comment ça se fait qu'aujourd'hui, même si les raisons ne sont pas les mêmes, on en arrive à ce même résultat? Pourquoi cette violence chez les jeunes, seul moyen d'expression pour eux aujourd'hui? Je dirais que c'est un moyen d'expression arrivé au moment où ils n'ont pas d'autres moyens d'expression, ils n'ont pas d'autre endroit où se retourner. Et comme il avait dit El Maïmoun, c'est vrai que les situations ne sont pas les mêmes. Quand vous regardez à Chirongui Tsimkoura, ce sont vraiment une petite bande d'enfants qui ont commencé une petite bagarre de rien du tout, et qui est arrivé à un phénomène qui a pris quand même une ampleur de 1 semaine. Mais il a suffi que les autorités attrapent un des leaders, ou même 2 des leaders, les a enfermés à Majikavo. Ces enfants ont été enfermés à Majikavo et tout le reste s'est calmé, on n'en a plus jamais entendu parler. Pour faire des exemples, en fait. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'il faut enfermer tous les enfants, mais peut-être attraper certains leaders. Et à partir de ce moment-là, casser la chaîne, en fait. voilà, à partir de ce moment, les autres qui sont derrière, peut-être ça risque de les décourager, en tout cas, à aller plus loin. Concernant Majikavo, on sait que, bon, comme il a dit, c'est autre chose. On ne sait pas combien de leaders. Le problème, il est plus ample. Il est plus difficile peut-être à résoudre. La plupart, ce sont, comme j'ai dit tout à l'heure, des enfants dont les parents ne sont pas connus ou ne sont peut-être pas sur le territoire. Donc c'est un problème beaucoup plus difficile où l'État doit absolument trouver des solutions de cadrage pour ces enfants. Il faut des structures pour cadrer ces enfants avec des éducateurs, avec tout ce qu'il faut. Mais il faut les cadrer. On ne peut pas se permettre de les laisser dans les rues. Le mot-clé, le cadrage et la prise en charge. Il ne faut pas les laisser dans les rues, ces enfants-là. Il faut les cadrer absolument. Idéal, je vous propose maintenant d'aller du côté d'Ajangwa pour voir ce qui s'est passé. Cet automobiliste qui s'est fait prendre son véhicule, voler littéralement. On regarde les explications dans ce reportage, on en parle juste après. Les routes à Mayotte sont souvent engorgées. Les automobilistes se trouvent coincés dans les embouteillages. Ce week-end, un homme emprunte le véhicule de son frère pour se rendre sur Ajangwa. Juste avant d'arriver, il fait un arrêt au bord de la route en restant assis dans son véhicule. Un scooter avec un passager passe une première fois devant, puis fait demi-tour et se stationne derrière le véhicule. Les 2 hommes remontent de chaque côté de sa voiture. La victime est alors attrapée par le cou. Il n'est retrouvé que plus tard, attaché et déshabillé. Une histoire parmi tant d'autres qui poussent à rester vigilants. Oui, elle me s'appelait la route nationale de Ramblay là-bas, là. Oui, à la mer, oui. Alors, ça m'est arrivé. Mais ça s'est passé vite fait. Mais je me suis écarté vite fait, et bien voilà, ça se passait comme ça. Ça ne m'était pas arrivé, mais il y avait une personne qui était à côté de moi. On a attrapé son téléphone, mais heureusement, j'ai pu monter la vitre et il n'a pas pu prendre son téléphone. Un phénomène qui s'amplifie sur le territoire. Les agresseurs arrachent en général les sacs de leurs victimes à la portière. Le carjacking va plus loin et semble exprimer le besoin des voleurs d'obtenir des butins toujours plus importants. Chaque année, les autorités invitent les automobilistes à prendre plusieurs mesures de sécurité. Moi, je conseillerais les gens déjà quand ça circule comme ça, sous les embouteillages, il faut éviter de baisser trop les vitres parce qu'ils en profitent comme ça. Et puis de s'assurer que toutes les portes sont verrouillées.
Parce que des fois, ils ouvrent les portières c'est là où ils chopent les sacs et tout. La brigade de Sada, avec le concours des techniciens en investigation criminelle de la section de recherche de Pamandi, ont ouvert une enquête. Mais les délits se multiplient sur le petit territoire de l'île au Lagon et les procédés de plus en plus sophistiqués laissent les victimes traumatisées. Beaucoup d'entre eux, des médecins, des ingénieurs, des professeurs ou encore des policiers quittent notre 101e département face à ces actes de violence toujours plus nombreux et variés. Alors, ça s'appelle carjacking et ça tend à se répandre à Mayotte. C'est quand même inquiétant, Hidaya, non? Très inquiétant. Très, très inquiétant. Surtout que moi, ça m'arrive de m'endormir au volant. Donc, je me gare sur le bas-côté. Ah oui? Et j'essaie d'enlever un petit peu quelques minutes de sommeil et repartir ensuite. Ça m'arrive. Donc là, je m'inquiète de plus en plus, effectivement. Ça veut dire qu'on ne peut plus. On ne peut plus faire confiance à qui que ce soit. Aujourd'hui, même quand on roule, on est obligé de fermer toutes les vitres. Moi, c'est pareil. Hein. J'ai vu, je ne l'ai pas vécu personnellement, mais j'ai vu, ça s'est passé à Tsunzu. Et depuis, je peux vous assurer, quand je m'arrête pour prendre le pain, je ferme tout. Je fais vraiment très, très attention. Même quand ce n'est pas moi qui descends de la voiture, je fais très attention parce que malheureusement, on est arrivé dans une situation où on ne peut plus faire confiance en personne. Même un gamin de 12 ans, vous ne pouvez plus lui faire confiance. Mais c'est une insécurité, en fait, on en parle beaucoup, mais sans vouloir être inquiétante ou alarmante dans ce que je dis. On a l'impression que c'est un phénomène, la violence, la délinquance, l'insécurité, et les solutions ne sont pas forcément efficaces. Alors, quelles sont les solutions ? Les solutions, voilà. Elles ne sont pas efficaces, peut-être pourquoi ? Parce que comme on revient à dire la même chose que tout à l'heure, ça serait peut-être efficace si chacun s'y mettait. Si on trouvait des solutions, ce n'est pas une solution pour chaque problème, c'est des solutions. Comme on l'a dit, il faut déjà identifier les problèmes dans chaque cas. Quels sont les problèmes ? Pourquoi ces enfants en arrivent là ? Et à partir de là, chercher les différentes solutions à chaque problème. Est-ce qu'on peut dire que c'est les conséquences d'un laisser-aller d'il y a quelques années? Il aurait fallu peut-être anticiper cela depuis un moment. La jeunesse, aujourd'hui, c'est des jeunes qui sont adolescents, donc il fallait peut-être anticiper il y a quelques années, il y a 10-15 ans de cela, qu'aujourd'hui Mayotte serait une île avec beaucoup de jeunes et peut-être préparer les structures, préparer les projets qui allaient encadrer ces jeunes. Est-ce qu'aujourd'hui, on va dire que les Maoris payent un petit peu ce laisser-aller? Peut-être qu'à ce moment-là, on n'avait pas pensé à que ce phénomène allait arriver. Je pense qu'il y a 15 ans en arrière, on était encore sur nos deux oreilles, on dormait encore sur nos deux oreilles, et puis c'est arrivé tellement vite. Le progrès, et puis tout ça, c'est arrivé tellement vite. Et puis l'augmentation de la population qu'on ne maîtrise pas, surtout. Et puis on aurait peut-être pu le prévoir. Mais ça ne s'est pas fait. Aujourd'hui, il faut réfléchir comment. Comme je disais, voilà, il faut cadrer les entrées peut-être des frontières et les sorties. Il faut cadrer... encore une fois, c'est vraiment un phénomène où il faut trouver quels sont d'abord les problèmes. À partir de ce moment-là, quelles seraient les solutions? Et je peux vous garantir qu'il y en a beaucoup, beaucoup. Les facteurs sont nombreux. Donc les solutions doivent être forcément nombreuses. On va continuer à Hidaya avec cette grève à la BFC, les salariés qui sont mécontents et soutenus par les représentants syndicaux contre la direction. On regarde ce reportage. Ce matin, les portes de l'agence de Mamoudzou sont bien ouvertes au public, mais seulement jusqu'à midi. À l'extérieur, autour des gabiers, la file d'attente ne paraît pas plus longue que d'habitude. Pourtant, les clients sont mécontents. Ils dénoncent un ralentissement des services. Kasera feteman rukas para markorumia madame marqué oso nambas bula deka vabula gabu moja ya bula voka vabula shitu narambia neskweli imaoresta ambia ibloke hapia wa nazaza wasurlilia dagon kar supara marke randa tashia guteza au randa tashia shaula za dagon afanya kursu zatu rusdili habani shatu sirdili basi wow
marke zatu nesiridiliwo vanhu mana nyumba yavo lwamarke zatu irisikie wana greve kaskiri warengelidzia watu rochongo zao rajwara para marke zatu rangalio lezi watu si haki basi vo. Selon la CGTMA, 80% des 84 salariés de la banque sont aujourd'hui en grève. Mais l'incidence sur l'activité est contrôlée car un service minimum est assuré. En tout cas à l'agence de Mamoudzou de 7h30 à midi. Les autres agences de l'île sont toutes fermées. Le service après-vente est également saturé. Si les grévistes comprennent le ras-le-bol de certains clients et s'excusent pour tous ces désagréments, ils tiennent quand même à souligner qu'ils mènent un combat global pour l'égalité de Mayotte vis-à-vis du reste du territoire. Les revendications des agents de la BFC, ce sont les revendications des Mahorais vis-à-vis de la métropole et de la Réunion. Au jour d'aujourd'hui, si nous sommes là, c'est parce qu'il y a quand même une discrimination salariale qui sévit sur ce territoire en comparaison avec nos homologues de Dom et de la métropole. D'où les mobilisations que nous constatons tous ces derniers temps. Les négociations de cet après-midi entre direction et syndicats ont échoué. Le mouvement est donc reconduit demain. Dans un communiqué envoyé ce soir, la direction générale de la BFC Océan Indien, basée à La Réunion, souhaite remercier à nouveau tous ses clients pour leur compréhension et patience et les informe que les distributeurs de billets continuent à fonctionner. Enfin, toutes les démarches en ligne fonctionnent aussi normalement. Service perturbé et des habitants en colère, Hidaya, suite à cette grève de la BFC. Oui, alors bon, ce sont des employés, ils ont des droits, ils ont des devoirs. Donc aujourd'hui, si ils répondent à leurs devoirs, je pense que le côté de patronat doit aussi répondre à leurs devoirs pour que ces salariés obtiennent leurs droits. Aujourd'hui, c'est la population qui est pénalisée. Encore une fois, la population est prise en otage toujours et encore. Pourquoi ? Parce qu'il manque le dialogue social. Aujourd'hui, on ne va pas dire, moi je ne peux pas me permettre de dire qui est fautif, mais je suppose que si ces salariés sont dans les rues, c'est qu'il y a une bonne raison de le faire. Je pense qu'ils ne prendront pas la population en otage s'ils n'avaient pas de bonnes raisons de le faire. Et je leur souhaite vraiment de pouvoir aboutir pour que, enfin, les gens puissent enfin pouvoir vivre, parce que la population a besoin de pouvoir accéder à leur banque et il y a une famille derrière qui attend. Et bon, j'espère qu'à un moment donné, le patron et les salariés vont pouvoir s'asseoir autour d'une table et trouver des solutions à leurs problèmes. Alors, on a vu également dans ce reportage dire que les salariés, ce qu'ils demandent, c'est avoir l'application des conventions collectives applicables dans les banques. Et à chaque fois, on a l'impression, avec ce mouvement de grève qui se généralise dans le privé, dans le public, que les Mahorais demandent à être traités comme les autres. C'était attendu, de toute façon, il fallait s'y attendre à cela. À un moment donné, il faut bien qu'on le demande. Parce que depuis toujours, les Mahorais ont toujours eu ce sentiment. Est-ce que ce sentiment n'est pas légitime ? On a toujours eu le sentiment d'être traité autrement, d'être traité d'une façon plus basse que, je dirais, des personnes qui arrivent de la métropole, qui sont même nos voisins de La Réunion, parce qu'ils arrivent à mieux se défendre. Certes, les Réunionnais sont département depuis beaucoup plus longtemps que nous. Ils ont vécu ces problèmes également, il ne faut pas croire. Ils se sont battus pour en arriver là maintenant. Donc, eh bien oui, il va falloir que les Mahorais se battent. Nous ne sommes pas traités d'une façon égale dans beaucoup de domaines. Et il va falloir le revendiquer pour qu'on y arrive. Il faut se battre pour cela. Les autres se sont battus, les Antillais se sont battus également. Je veux dire, ils n'ont pas tout eu du jour au lendemain. Donc c'est avec beaucoup de persévérance qu'on arrivera à bout de ce que nous voulons. Alors, la persévérance, je rebondis là-dessus. Hidaya, vous en avez. Vous êtes présidente du CIMIA, mais on sait actuellement, avec tout ce qui se passe, la dissolution qui est déjà entamée, qui est là, vraiment imminente, vous vous êtes quand même battue. Et aujourd'hui, on va regarder ce reportage pour savoir où ça en est. On en parlera ensemble après. Le syndicat mixte d'investissement et d'aménagement de Mayotte disparaît, doucement mais sûrement. La chute commence le 15 septembre 2014 quand les maires votent pour sa disparition. Une disparition devenue effective le 28 octobre dernier par arrêté préfectoral. 3 jours plus tard, le 1er novembre, la liquidation débute. Créé en 1979, le SMIAM avait pour principale mission la construction et l'entretien des écoles, mais aussi des équipements sportifs.
En 2013, après une baisse d'activité et des chantiers à l'arrêt, l'État et la préfecture de Mayotte ont décidé de mettre fin à l'un des piliers de l'intercommunalité. Des employés qui depuis 6 mois attendent d'être reclassés. À ce jour, nombreux sont ceux qui ne l'ont toujours pas été. Quant à la liquidation, elle n'est toujours pas achevée. Le préfet a donc décidé d'accélérer la procédure en nommant 2 liquidateurs. Ce sont Daniel Recher et Louis Rocky qui ont été choisis pour cette tâche compliquée. Ils vont devoir faire l'inventaire de l'actif et du passif de la structure. Coût de l'opération jusqu'à 10 millions d'euros, une somme que les communes ne semblent pas en mesure de s'acquitter. Elles vont par ailleurs devoir prendre en charge l'entretien et les réparations des établissements scolaires. La préfecture doit quant à elle assurer le relais avec le syndicat. Mais une chose est sûre, le fantôme du SMIAM va planer encore longtemps sur certaines instances de l'île aux lagons. Alors, le SMIAM touche à sa fin, presque, ou alors on y est déjà, Hidaya? Oui, malheureusement. J'ai été votée à la tête du SMIAM le 17 mai 2014. Et un an après, je ne suis plus présidente. Donc, les délibérations ont été prises par les maires quelques jours après mon élection à la tête du SMIAM. Mais dans les délibérations, c'était dissoudre le SMIAM pour créer un autre syndicat intercommunal. Donc jusque-là, j'avais une confiance aveugle, en tout cas aux maires qui avaient pris cette délibération, et j'avais vraiment décidé de me battre pour que cette nouvelle structure se mette en place. Et surtout, j'avais l'envie de montrer à toute la population mahoraise qu'on peut mener les choses, on peut mener les affaires autrement que ce qu'on a toujours vu jusqu'ici. On peut gouverner, on peut gouverner d'une autre façon. Donc, dès que je suis arrivée à la tête du SMIAM, j'ai fait un bilan d'abord de ce qui s'était passé. Ensuite, j'ai regardé tout ce qui n'était pas utile de payer. J'ai décidé de tout arrêter, de réduire au maximum les factures du fonctionnement du SMIAM. Il y avait un laisser-aller, beaucoup d'aisance, je dirais. Une vingtaine de téléphones portables alors qu'on n'en avait pas besoin, sans qu'il y ait vraiment de cadrage au niveau de ces téléphones. On pouvait avoir des factures de téléphone de plus de 200 €. Aujourd'hui, j'ai tout enlevé. Vous avez mis le doigt sur pas mal de choses. Par exemple, le carburant, par exemple, beaucoup de choses, beaucoup d'aisance qu'il y avait. Donc, j'ai commencé par là. J'ai commencé par sortir les véhicules qui n'étaient pas utiles. Je veux dire, beaucoup de choses qu'il fallait déjà éliminer. En même temps, toucher le doigt dans certaines façons de fonctionner au niveau... remettre les choses à plat pour mieux fonctionner après. Et ça, je voulais vraiment que la population voit qu'on peut faire autrement. On peut faire le bénéfice de l'économie, en tout cas, de nos structures, au lieu de se dire, bon, ça appartient, c'est le cas, comme on dit chez Maoré. Donc, on ne fait pas trop attention, non. Moi, il fallait vraiment que je fasse... J'allais jusqu'au détail près. Regardez la bouteille d'eau, si on l'achetait à 1,50 €, je voulais absolument l'acheter à moins de 50 centimes. Tout ça pour faire des économies, pour pouvoir mettre, on va dire, l'argent ailleurs, là où ça serait plus utile. Voilà, donc j'avais vraiment la volonté de montrer qu'on pouvait faire autrement. Donc, je me suis battue pour ça. Malheureusement, ça n'a pas suivi. Le syndicat intercommunal ne se créera peut-être jamais. Et qu'est-ce qui va arriver alors aujourd'hui? Comment ça va se passer? Tout ce que faisait le SMIAM, qui va le faire? Écoutez, aujourd'hui, il y a les intercommunalités qui se mettent en place. Celui de Petite Terre est déjà en place. Certes, la compétence construction scolaire n'était pas ils ne l'avaient pas inclus dans leurs compétences, mais si les autres communes l'intègrent et qui ne créent pas un syndicat exprès pour construire les écoles, ils vont devoir le mettre dans les compétences de l'intercommunalité. Et c'est ce que vont faire toutes les autres intercommunalités. Alors, selon vous, Ida, je vous pose la question, comme vous êtes présidente, vous savez comment ça fonctionne. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, les maires, les communes ont assez de recul pour pouvoir faire ce travail-là? Alors, moi, je dirais qu'ils ne se sont pas préparés suffisamment. Ce sont des maires qui ont été élus en mars. On m'a voté à la tête du SMIAM en mai. Ils ont pris les délibérations en mai. Donc, beaucoup d'entre eux n'avaient jamais eu suffisamment de temps pour réfléchir à cette affaire, je pense. Parce qu'une fois qu'on a pris la délibération pour dissoudre le SMIAM, après, on se retrouvait avec les agents. Il fallait récupérer les agents. Je peux vous garantir que ces mêmes maires n'étaient pas prêts à récupérer les agents
Pourquoi? Parce qu'ils n'étaient pas vraiment préparés. Ça a été une Beaucoup grosse trop bataille. de précipitations. Voilà, ça a été une bataille pour pouvoir expliquer, faire comprendre aux maires qu'ils n'avaient pas le choix, qu'il fallait absolument récupérer ces agents. Aujourd'hui, ils vont devoir payer encore des cotisations annuelles alors que le CIMIAM n'existe plus pour purger les dettes. Écoutez, Hidaya, tout ça, c'est bien de le dire. On le sait maintenant. On a compris pas mal de choses. C'est ici, par contre, que s'achève la première partie des rendez-vous de l'info. On se retrouve juste après pour la seconde partie, bien évidemment. Nous sommes de retour dans la deuxième partie des rendez-vous de l'info, toujours avec mon invité Hidaya Mahafidou, présidente du CIMIAM. Hidaya, on continue? Oui, on continue, Amina. On parle de l'actualité? Toujours. Alors, on va parler de ce qui s'est passé la semaine dernière, le 1er mai, cette manifestation en soutien à Mahmoud Aziar concernant l'affaire Vincent Liétard. On regarde ce reportage. Vendredi, fête du travail, c'est un cortège de manifestants plutôt modestes qui a battu le pavé dans Mamoudzou. Pour ce traditionnel rendez-vous syndical, les Mahorais ont choisi de défendre une autre cause, celle de Mahmoud Aziari, en exprimant les mêmes messages qu'il y a 3 semaines. Ils ont dit que c'était un monument, il a le droit, pourquoi ils ne nous laissent pas rentrer? Nous, on voudrait aller le visiter, donc ça reste un monument quand même de notre île, on a le droit d'aller le visiter. Même les syndicalistes ont déserté les rangs du défilé du 1er mai pour se rassembler rue Saharangué. Selon eux, le conflit qui oppose Vincent Liétard au directeur de la CIM fait réagir la population et il ouvre la voie à de nombreuses revendications sociales. C'est tous les Mahorais qui sont là. Et ceux qui ne sont pas là, ils sont là avec nous parce qu'on les entend dans les différentes réunions publiques que nous tenons, que c'est quelque chose qui est beaucoup plus profond. Vous voyez les panneaux là, ce qu'il en ressort, c'est assez violent et assez dur. Donc effectivement, les autorités doivent prendre l'ampleur de cette belle bêtise. Une bêtise qui a donné naissance à une véritable lutte des classes qui pour certains révèle un malaise installé depuis longtemps au sein de la société mahoraise. Et c'est pas une malaise qui date d'aujourd'hui, ça commence pas aujourd'hui. C'est une malaise qui date de très longtemps et une malaise qui ne trouve toujours pas de remède en fait. Et ça continue. Donc si je suis là ce matin, c'est juste pour la liberté, l'égalité et la fraternité. Aussi présent parmi les manifestants, le collectif Bassi Ivo. Miki Dash, chanteur emblématique de l'île, avait même composé une chanson pour l'occasion, avec un refrain qui résume en 2 mots les attentes de chacun. Ça suffit, il faut que les inégalités cessent. Bassi Ivo. Les soutiens de Mahmoud Aziari ont également indiqué avoir saisi le Conseil d'État. Ils veulent ainsi s'assurer de la légalité de la décision prise par le ministère de la Culture le 16 avril dernier. Quel que soit son verdict, l'important pour eux est d'exprimer leur mécontentement. Nous avons la chance d'être dans un État libre et démocratique. Nous n'insultons personne, nous demandons juste une application de la loi. Nous demandons à ce qu'il y ait une égalité de traitement devant la loi. Si maintenant on nous dit que cette décision administrative qui émane du ministère de la Culture et de la Communication est légale, on se pliera à la décision de justice. Pour l'heure, la démolition des 4 cases reste gelée jusqu'à la fin de l'année. Le projet de construction des 20 logements prévus par la CIM est donc au point mort. Mais dans ce dossier devenu très sensible, les voix des Mahorais pourraient continuer à se faire entendre dans les jours à venir. Un monument historique qu'on veut visiter, les Mahorais veulent visiter ce bâtiment spécifique. Hidaya, vous comprenez leur réaction, bien évidemment? Ah, bien sûr, si c'est un monument historique qui appartient à l'île de Mayotte, c'est tout à fait normal que les Mahorais cherchent à le visiter. Il faut qu'on sache qu'est-ce qui se cache derrière cette maison. Pourquoi ne veut-on pas démolir au profit de 20 logements? Donc si c'est si important que ça, les Mahorais doivent le connaître. C'est tout à fait normal et c'est légitime. Alors au-delà de cette affaire, au-delà des faits, ce qui embête beaucoup les Mahorais, c'est la manière dont les choses se sont faites. Oui, c'est normal. C'est normal. Si on peut considérer que beaucoup ici à Mayotte méritent d'être inscrits, en tout cas comme monument historique, et ça ne s'est jamais fait, on peut prendre l'exemple de la mosquée de Tsingoni,
où même l'ancien ministre de la Culture était venu, le fils de Mitterrand, Frédéric Mitterrand, était venu visiter et qui avait promis que ça serait inscrit parmi les monuments historiques. Jusqu'alors, on n'a eu aucune nouvelle, alors que ça fait des années qu'on attend. Et lorsqu'on attend que du jour au lendemain, en 24 heures, le ministère a réussi quand même à classer, pas forcément classer, mais en tout cas à inscrire pour que ça soit classé, cette maison de monument historique. Combien de maisons ressemblaient à celle-ci et on les a laissées se détruire. On les a détruits. Combien on en a détruit comme celle-ci? Alors, au-delà de cette affaire également, les Mahorais ont le sentiment qu'aujourd'hui, il y a, on va dire, 2 poids, 2 mesures. Vous partagez cet avis, Hidaya? Tout à fait. Tout à fait. Parce qu'aujourd'hui, je me posais la question, si ce n'était pas un certain Vincent ou Paul ou David qui habitaient cette maison, est-ce qu'il y aurait une telle réactivité de la part du ministère? Si c'était juste un Amada, une Mariama qui habitait cette maison. Est-ce que vous n'avez pas peur que ça fasse, justement, ça crée des problèmes là où il n'y en a pas besoin, on va dire, de créer des clans, un tel contre un tel, les uns contre les autres? C'est peut-être pas de très bon augure cette affaire. Malheureusement, c'est ce qui est en train de se faire. Pendant longtemps, très longtemps, on a pressenti ça. En tout cas, on a ce sentiment. On a le sentiment qu'ici, la justice, elle est à 2 vitesses. On a le sentiment que lorsqu'il s'agit d'un homme maoré, une femme maoré, un enfant maoré qui a été même assassiné, on ne trouve jamais le coupable. On a l'impression même qu'il n'y a pas d'enquête parce qu'on n'a jamais de nouvelles de l'enquête. Mais on a l'impression que quand il s'agit d'une personne à race blanche, les enquêtes se font. Carrément. Voilà. Les enquêtes se font. Il y a des suites. À part l'affaire Roukia, je ne vois pas les enquêtes qui se font lorsqu'il s'agit de Mahorais qui ont été attaqués, qui ont été sauvagement tués, par exemple. Donc, on a l'impression vraiment que la justice est à 2 vitesses. Bien sûr, ils peuvent venir dire oui, ça se fait, oui, c'est pas vrai, oui. Mais nous, la population mahoraise, c'est le sentiment que nous avons. Ils peuvent toujours donner des chiffres. Mais le sentiment que nous avons, on a l'impression vraiment que la justice est ici, elle est à 2 vitesses. Et là, aujourd'hui, les Mahorais ont décidé de taper du poing sur la table. Il fallait s'y attendre. Il fallait s'y attendre. À un moment donné, vous savez, à un moment donné, la population, elle peut être passive pendant longtemps. Mais à un moment donné, lorsqu'elle se sent un peu trop abusée, il y a une révolution qui se met en place. Et ça, on l'a vu partout, pas seulement chez les Mahorais. On l'a vu même en France, pendant des années. Lorsque les Français se sont révoltés, ont tué le roi quand ils l'ont décapité. J'espère qu'on n'arrivera pas jusqu'à là. Mais pour dire, à un moment donné, quand il y a un ras-le-bol... C'est ce que ça représente, en fait. Voilà, à un moment donné, les gens se soulèvent. Donc j'espère que les autorités ne vont pas prendre ça comme un message raciste, mais qui vont prendre ça quand même d'une autre façon, en se disant, faisons quand même un petit peu plus attention. Les Mahorais tirent la sonnette d'alarme, en fait. Voilà, il faut juste leur donner un peu de considération. Alors, Hidaya, maintenant, la considération, c'est également ce que demandent les habitants de Kwale, qui se sont vus retirer à la borne fontaine qui était installée dans leur secteur. Et on regarde pourquoi dans ce reportage. L'eau, c'est la vie, un slogan qui a fait le tour du monde et qui témoigne de la grande importance de cette denrée vitale. À Mayotte, pourtant, aujourd'hui encore, il est parfois difficile de faire une telle affirmation. Et ce ne sont pas les habitants de Kwale qui diront le contraire. Depuis quelques jours, en effet, la borne fontaine qui approvisionnait le secteur a été retirée de son emplacement, laissant de nombreuses familles dans le désarroi le plus complet. Ko lazima uripare ya majiri enshuru duanyatu bikaka lazima ra enshimo rizinyama kalteni barjer tolo ya itio ri ne majantoto lazima ne majara haru helo ngono majara hara. Pas de raccordement à l'eau courante, mais juste cette fontaine à cartes comme seul point d'eau potable. Les habitants avaient fini par s'en contenter sans jamais penser qu'un jour celle-ci disparaîtrait du paysage, surtout sans en être avisés.
Et lorsqu'on les interroge sur les motifs de ce soudain retrait, la réponse avancée par certains est surprenante. Je crois que c'est la mairie, paraît-il, qui a pris la décision. Nous, on va essayer de chercher à savoir. Donc, ils nous ont enlevé cette borne fontaine qui servait aux militaires, parce que nous avons un camp militaire à côté, et une population nombreuse et des enfants. Nous avons à peu près, ici à Kwale, une centaine d'habitants, donc une population quand même nombreuse, des enfants et tout. Donc, du jour au lendemain, on a été privé d'eau. C'est donc sur la base du taux de fréquentation relevé sur les bornes fontaines mises en service que le secteur de Kwale s'est vu retirer son point d'eau au profit d'un quartier kawenien. 10 fontaines supplémentaires devraient néanmoins être installées d'ici 2 semaines dans la commune de Mamoudzou, dont une à Kwale. En attendant son installation, les habitants vont devoir prendre leur mal en patience. Une fontaine d'eau qui a été enlevée pour être installée ailleurs et les habitants de Kwale ne comprennent pas. C'est tout à fait normal. Les Avelots, du jour au lendemain, ne l'ont plus. Alors, une fontaine d'eau, je peux comprendre, mais si dans le quartier, il n'y a même pas le réseau d'eau, c'est encore pire. Je pense qu'à un moment donné, il va falloir penser à mettre le réseau. Parce que si j'ai bien compris, même les habitations qui sont là-bas ne sont pas approvisionnées en eau, en réseau. Donc à un moment donné, il va falloir que la commune pense à approvisionner en tout cas le réseau pour au moins les maisons qui sont construites de façon légale, si toutefois elles le sont. Pour le reste, la fontaine d'eau, certes, il y a des personnes qui ne peuvent pas avoir le réseau, le raccordement SOGEA. Aucun être humain ne peut vivre sans eau. Aucun. Donc, quelles que soient ces personnes, quelle que soit leur situation, certes, s'ils avaient l'habitude d'avoir une fontaine et que du jour au lendemain, ils ne l'ont plus, c'est grave. Il faut penser à leur mettre une fontaine d'eau le plus rapidement possible. Alors, on parle d'une politique générale qui est menée avec la SMAE et également avec l'ARS. Alors aujourd'hui, on a l'impression que l'eau, cette denrée, cette eau potable, pose problème. Elle n'est pas accessible pour tout le monde à Mayotte, dans un département français. Justement, c'est pour cela que j'avais dit qu'il faut revoir déjà, il faut mettre le réseau. Il faudrait que la SMAE et le SOGEA, le syndicat des eaux, puissent apporter le réseau jusqu'à hauteur de Kwale. Et d'ailleurs, dans tous les quartiers où il n'y a pas de réseau. Parce que l'eau, c'est vital. L'eau, c'est vital. Pas seulement pour les humains, mais même pour tout. Il y a des gens qui ont des bêtes là-bas, qui font de l'élevage. Il y a des gens qui ont des jardins. Il y a des gens... Mais rien que pour l'être humain, on ne peut pas vivre là où il n'y a pas d'eau. Donc, pour des raisons sanitaires, si ils ont enlevé cette fontaine parce que l'endroit n'était pas bien traité ou l'endroit, il posait des problèmes sanitaires. Certains habitants ont déclaré, ce ne sont que leurs déclarations et ça n'engage que, bien évidemment, que c'était, comme il y avait moins de monde, la fontaine, l'eau est payante parce que c'est des cartes. Et du coup, à Kaweni, comme il y avait plus de monde, ça allait peut-être apporter plus. Ça, c'est ce que certains habitants ont évoqué hors caméra. Bon, comme vous dites, ça n'engage que eux. Moi, je ne peux pas le dire parce que je ne le sais pas. Seulement, je pense que même s'il y a moins d'habitants qu'à Kaweni, mais ce sont quand même des habitants. Ils ont quand même besoin d'eau, ne serait-ce qu'une fontaine. Si une fontaine leur suffit et qu'à Kaweni, il faut en mettre 4 ou 5, il faut quand même leur laisser une fontaine. Si c'est des problèmes sanitaires, il faut régler les problèmes sanitaires, mais il faut que ces personnes puissent accéder à l'eau. C'est tout à fait normal. Alors, semble-t-il, les choses vont être rétablies puisque d'autres fontaines vont être installées très prochainement. D'ailleurs, on continue à parler de santé. Et là, on va parler de malnutrition. Il semble qu'à Mayotte, les Mahorais, les habitants, mangent de moins en moins bien avec tout ce que cela comporte comme risque pour la santé. Les précisions dans ce reportage. L'alimentation est l'un des premiers déterminants de la santé. À Mayotte, les mutations alimentaires amorcées dans les années 80 avec l'occidentalisation sont à l'origine des problèmes de malnutrition. La cuisine locale, souvent riche en apports nutritionnels, est délaissée.
La transition nutritionnelle tourne mal et les chiffres sont effrayants. On a beaucoup de pathologies comme le diabète avec à peu près 11% de diabétiques donc dans la population mahoraise. L'obésité avec quasi une femme sur deux qui est donc en obésité. Un petit peu moins chez les hommes, on doit être à 20%. Un quart des Mahorais sont touchés par l'hypertension artérielle avec les conséquences qu'on connaît d'accidents vasculaires. Voilà, donc effectivement l'alimentation est une des priorités de santé publique de Mayotte et est très très importante ici. Les causes de la malnutrition sont diverses et variées, comme nous l'explique la diététicienne de l'instance régionale d'éducation et de promotion de la santé. L'alimentation, de manière générale, est assez grasse. Elle est riche en fritures et certains aliments qui contiennent aussi beaucoup de matières grasses. Il y a peu de fruits et légumes qui sont consommés régulièrement. Et de ce fait-là, on a des proportions de féculents, tout ce qui est riz, manioc, bananes, qui sont consommés en grande quantité. Donc ça fait qu'il y a vraiment un déséquilibre alimentaire. Les déséquilibres alimentaires à l'origine de pathologies graves, une amputation a lieu chaque semaine des suites du diabète. La nécessité de prévenir face au risque d'une alimentation déséquilibrée occupe les professionnels de santé. Une volonté de se faire plaisir et de manger ce que l'on aime, mais aussi une contrainte liée aux produits disponibles sur notre île. Par rapport à ailleurs et à Mayotte, ça n'a rien à voir, parce qu'on a le choix au niveau d'aliments, mais là, on ne laisse pas du tout le choix, on est obligé de manger la même chose, quoi. Les autorités, je dirais quoi, l'État ne permet pas qu'il y ait de concurrence, quoi. Une seule personne monopolise l'île, et ça c'est les conséquences de monopolisation. Ce jeudi, l'ARS organise une conférence de presse afin d'acter son programme alimentation, activité, nutrition, santé. Mais toute la population doit prendre conscience de l'importance d'une alimentation saine et équilibrée. Des habitudes alimentaires qui ont évolué, d'ailleurs, mais qui ne sont pas forcément bonnes pour les Mahorais. Qui sont même très mauvaises, je dirais, parce que c'est vrai qu'il y a quelques années où on mangeait local, on voyait moins de maladies. Aujourd'hui, le constat est fait, on a vu dans le reportage, le constat est là. On mange beaucoup de choses qui sont importées et que ces choses-là ne sont pas forcément bonnes. On ne sait pas, on ne contrôle pas les viandes, on ne sait pas d'où ça vient, combien de temps ils ont transité. Il y a beaucoup de gras, on le voit quand on achète les viandes, quand on achète les ailes de poulet qu'on appelle le mabawa. Et c'est vrai, beaucoup de familles se nourrissent de mabawa et ce n'est que du gras qu'il y a dedans. Ce sont les ailes de poulet. Voilà, les ailes de poulet. Ce sont que du gras qu'il y a là-dedans. Et effectivement, aujourd'hui, on a enlevé tout ce qui est bread. De moins en moins, les familles consomment des breads. Et même quand on prépare les breads à la maison, les enfants n'en mangent quasiment pas. On leur donne à côté les ailes de poulet, les mabawa, ce que vous voulez. Mais les breads, on dit « Ah, mais mon enfant ne mange pas ça, donc je ne lui en donne pas. » Alors que c'est très bon pour la santé. C'est très bon pour la santé, malheureusement. Donc c'est quelque chose, des habitudes qu'on prend d'ailleurs en croyant bien faire, mais qui au final causent du tort à nos enfants et causent du tort à la population tout entière. Bien sûr. Aujourd'hui, on peut dire, c'est vrai qu'il y a une dame dans le reportage qui a dit qu'on n'a pas suffisamment de choix. Si, le choix, il y est dans les magasins, mais est-ce qu'il est accessible à tous ? Question de coût. Voilà. Donc, il n'est pas forcément accessible à tout le monde. Les gens achètent ce qui leur paraît le moins cher, ce qui leur paraît le plus accessible. Mais, encore une fois, si on cherche à manger les breads à la maison, ça coûte encore moins cher. Je veux dire que quand vous allez dans les quartiers, dans les villages, vous avez des felkimvungé qui sont gratuits, les mataba qui sont gratuits. Vous avez qu'à aller chercher un peu de poisson. On peut même le préparer sans poisson, sans viande à l'intérieur. C'est très 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 bon. Donc revenir à nos habitudes alimentaires petit à petit, ça ne serait que meilleur pour la santé. Malheureusement, je ne sais pas si c'est encore possible. Exactement. Parce qu'on a évolué. Voilà, quand on arrive à une évolution trop rapide. La modernisation, la départementalisation, on a beaucoup de choses qui arrivent. Et impossible souvent pour beaucoup de faire le tri. Tout à fait. Et ça n'amène pas que des bonnes choses, malheureusement, l'évolution.
Alors, on a dit que le SMIAM, c'était fini et qu'aujourd'hui, on ne sait pas forcément ce qu'il en est. Cette structure qui devait reprendre le relais, a priori, a été tuée dans l'œuf. Et maintenant, vous, quel est votre sentiment après tout ça, Hidaya, après 1 an à la tête de cette structure ? Je dirais que pour moi, c'est déjà une très belle expérience parce qu'en 1 an, je n'ai pas eu le temps de m'ennuyer. C'est vrai que c'était trop court. Trop court parce que j'ai été votée en mai et dès le mois d'août, j'ai déjà eu la bonne nouvelle du préfet qui me disait ça y est, le SMIAM c'est fini. Donc vraiment en quelques mois, c'était fini et j'ai continué quand même à lutter. J'ai continué quand même à lutter parce que beaucoup d'espoir, comme je le disais tout à l'heure, beaucoup d'espoir de faire autre chose, de montrer autre chose, de repartir avec un nouveau souffle. Aujourd'hui, ça ne va pas se faire, c'est pas très grave. Ce n'est pas une fatalité, ce n'est pas la fin du monde, d'accord. Hidaya continuera à exister avec les autres délégués, mais maintenant, j'espère en tout cas que les intercommunalités vont fonctionner. J'espère que les maires ne reviendront pas, en tout cas n'auront pas de regrets plus tard. Parce que ce qui me fait un peu peur, est-ce que ces intercommunalités arriveront toutes à suivre le rythme ? Est-ce que le chantier est vaste quand même, voilà, et c'est compliqué à mener. Est-ce que toutes ces intercommunalités arriveront à construire des écoles? Parce qu'ils font des fonds pour ça. Est-ce que l'État mettra vraiment des fonds dans toutes ces intercommunalités pour la construction des écoles? Ce n'est pas sûr. Et ça veut dire qu'il faut pomper encore plus à la population. Ça veut dire qu'il faut encore augmenter plus les impôts. Sans oublier que j'ai dit tout à l'heure, ils vont encore payer pendant la durée de la liquidation les cotisations annuelles qu'ils ont toujours payées. Même si après on leur remboursera la masse salariale qu'ils ont récupérée. Mais c'est quand même beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. N'oublions pas qu'ils payent de l'argent aussi pour les autres syndicats. Donc c'est vrai que moi, ce que j'avais proposé dans cette nouvelle structure, c'était de créer un syndicat avec un minimum de personnel. Garder parmi les cadres que je pensais qu'il fallait garder, bien sûr, quelques cadres ici que je trouvais très bien, très engagés, qui produisaient très bien. Je voulais les garder quelques agents au niveau de l'accueil, du secrétariat, au niveau du gardiennage, et avoir un très bon chargé d'opération, très bon DST, un bon DGS. Et je pense que si on avait réussi à faire ça, on aurait mutualisé les efforts. On aurait mutualisé en tout cas tout ce qui est les moyens techniques et bien entendu les moyens financiers. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les intercommunalités vont devoir tous trouver de très bons techniciens pour travailler avec eux. Ça ne serait pas évident parce que tout le monde n'est pas spécialisé dans ce domaine-là. Et ça, c'est définitivement oublié. C'est au placard, on n'en parle plus. Ça ne se fera pas. Ou alors, il y a toujours des possibilités de revenir en arrière, Hidaya. Je pense que dans la vie, rien n'est définitif. Il n'y a que l'homme qui meurt définitivement et qui ne revient pas. Mais une structure comme celle-ci, bon, ça s'appellera plus le SMIAM, c'est terminé. Mais revenir pour construire une autre structure, rien n'est impossible. Tant mieux si ça marche bien les intercommunalités. Tant mieux, c'est ce que je souhaite. Mais si ça ne marche pas, ils ont toujours la possibilité de se concerter et de se dire, bon, créons autre chose, gérons-le nous-mêmes, pourquoi pas. Mais rien n'est impossible. On peut toujours revenir sur les décisions. Alors, le mot de la fin, Hidaya, pour vous, avant de se quitter? À mon élection du SMIAM, j'avais annoncé que j'allais travailler avec tous les partenaires du développement économique, c'est-à-dire les élus locaux, les services de l'État, les entrepreneurs, etc. Mais je peux vous dire que ça a été quand même une année qui a été très dense et très difficile aussi en contact. J'ai eu des très bons contacts, des très bons contacts, mais c'est vrai qu'au niveau de services de l'État, ça n'a pas été très facile. Ça n'a pas été très facile. J'ai eu l'impression que, puisque les autres années se sont très mal passées avec eux, j'endossais un peu le poids, je subissais un peu la colère de l'État et beaucoup de décisions que je prenais étaient systématiquement attaquées. Des choses qui n'ont chance, vous estimez? Voilà, des choses qui n'ont jamais été attaquées auparavant ont été attaquées pendant ma mandature. Et ça a été assez difficile. Mais on a quand même travaillé ensemble. J'espère avoir l'occasion un jour de retravailler avec les services de l'État et de leur montrer qu'on peut
vraiment travailler dans la confiance, parce que ça n'a pas vraiment été le cas, qu'on peut vraiment travailler dans la confiance, nous les élus mahorais et eux, les services de l'État. Donc je voulais dire, depuis 1979 que le CIMIAM existe, on a quand même construit plus de 255 écoles. J'en ai livré 2 récemment en janvier et février. Et il y en a 2 que je vais pouvoir livrer en mois de mai. Nous avons construit quand même 49 plateaux et 59 terrains de foot, plus le premier terrain de foot à gazon synthétique qui est livré, dont la première tranche est livrée à Bandabois. Il ne reste plus que la deuxième tranche. Donc je pense que le CIMIAM a fait quand même des preuves, a fait son temps, certes, mais il a fait ses preuves et j'en suis quand même fière malgré tout. C'est ici que s'achève cette émission. Je vous dis à demain avec un nouvel invité et de nouvelles infos, bien évidemment, toujours sur KTV.